Alors, bonjour, mesdames, messieurs, et bienvenue à cette émission de Qu'en pensez-vous? Une émission éditoriale et de commentaires sur l'actualité locale, régionale, nationale et voire même, lorsque le temps nous le permet, internationale. Et ne vous y trompez pas, je ne suis pas Pierre Turcotte, vous le savez bien, je suis Jules Simard et je suis en compagnie de Joanie Riendo qui va nous permettre de faire le commentaire de cette semaine d'actualité. Bonjour, je suis tellement contente. Depuis le début de la saison, c'est la première fois qu'on fait une émission ensemble. Qu'on va le faire. Et on nous avait promis peut-être qu'on le ferait peut-être à 3 à un moment donné. On verra. On va s'entraîner pour on va voir aujourd'hui qu'est-ce que ça va faire. Alors, on va donc démarrer un peu, je pense, avec un élément important. Je sais qu'avec Pierre, tu fais un peu un tour d'horizon d'activités à caractère communautaire qui peuvent se tenir dans les jours qui viennent. Alors, je te laisserai la parole tout de suite pour commencer là-dessus. J'ai deux choses en particulier. La première, c'est dans nos studios, la fin de semaine du 13 et 14 avril prochain, une pause pour le rose avec Nancy Gosselin, photographe. Donc, mesdames, je vous invite, 20 $ pour la pause avec plusieurs qui vont 100% pour contre les cancers féminins. Donc, vous prenez vos réservations via la page Facebook ou avec Mme Nancy Gosselin et ça a lieu dans nos studios, au studio de la télécommunautaire. Est-ce que c'est les participantes, c'est les femmes aussi il peut y avoir des photos de type familial? Qu'est-ce qui se passe? Principalement, c'est des femmes, dans le sens d'une pause pour le rose. Mais on recommande aux hommes, c'est un beau cadeau à donner à sa conjointe parce que c'est une photo professionnelle, toute retouchée. Puis, il y a la présence de coiffeuses, de maquilleuses. Donc, c'est une belle soirée, une belle journée d'activité entre femmes qui est bien intéressant à avoir. Est-ce qu'on a une idée du nombre de participantes qu'on peut avoir? L'année dernière, on avait plus de 35 participantes. Donc, cette année, je ne sais pas quel est l'objectif, mais tentons de dépasser le 35. Exact. Une autre annonce aussi, très dernièrement, il y a une page Facebook. Oui, c'est rare que je parle des pages Facebook, mais une page Facebook, Activités par et pour les parents de la MRC Maria-Chapdelaine. Donc, si vous cherchez des activités à faire qui ne sont pas des grandes activités, mais pour connaître d'autres parents de la région, inscrivez-vous à la page Facebook qui ont été développées par des mamans pour avoir des idées d'activités à faire localement entre deux familles. C'est une initiative individuelle ou c'est une initiative d'une organisation? C'est une initiative individuelle et on voit quand même des très beaux résultats. Par exemple, une activité à la piscine, aller à la crème molle ou autre, des petites activités, mais qui permettent de socialiser entre parents à l'extérieur des organismes communautaires. Ah, bien, c'est bien. Hein? Ça démontre, je vais être méchant, mais c'est une utilité des médias sociaux. Bien, les médias sociaux, tu vas être d'accord avec moi, c'est un outil. Tout dépend de qui l'a entre les mains. Exact. Et de la façon dont on s'en bâche, ça a toujours été aussi. C'est comme la télévision, c'est comme la radio. J'ai un professeur à l'université qui m'a dit, c'est comme un marteau. Un marteau, tu peux autant défoncer des crânes que construire quelque chose. Exactement. C'est un outil. C'est un outil. OK. Hey, une des nouvelles de cette semaine, en fait, qui a été marquée, la ville de Dolbeau-Mistassini a donné le contrat donc, de construction du centre Aquagym. Je t'avouerai que depuis, en fait, dans les dernières années où je faisais du journalisme à la... non pas à la télévision, mais dans le journal. En 1916. En 2016. En 2016, où on a commencé à parler effectivement des problématiques qu'il y avait à l'Arena. Pas à l'Arena, pardon, à la piscine municipale. Et depuis ce temps-là, on a essayé de mettre de l'avant un projet. Donc, ça fait 3 à 4 ans qu'on sait qu'il faut qu'on refasse toute cette infrastructure-là. Et là, la ville, pour 15 millions de dollars, en fait, ça va coûter 17. 15 millions de dollars a accepté donc ce contrat-là. On devrait pouvoir se baigner dedans en 2023. Bien, moi, je suis tellement contente parce que présentement aussi, il ne faut pas oublier que Dolbeau-Mistassini est une grande municipalité. Donc, c'est une municipalité que je pourrais dire pivot pour la région. Ce n'est pas essentiel, mais c'est pivot pour l'ensemble des petites municipalités autour. La structure va permettre d'avoir une piscine, une palestre pour les cours de Madilute. Et ça va être bien intéressant parce que ça va regrouper avec des équipements neufs aussi.
comme on a parlé avec la dernière émission avec Pierre, moi, j'ai un grand souci dans cette nouvelle structure, c'est l'accessibilité universelle. Est-ce que la piscine doit être accessible aux gens qui sont en chaise roulante? Ah, est-ce qu'on m'a dit oui? Est-ce qu'on nous a dit cette semaine, lorsqu'on a discuté, qu'il va être... D'ailleurs, tu te dois aujourd'hui, dans la construction d'édifices publics, de respecter ces normes d'accessibilité. Tu te dois de l'avoir, c'est inscrit habituellement dans la loi oui, de construction cependant, des édifices publics. Il y a quand même des limites, parce que l'installation, par exemple, tu sais, quand on dit accessible, est-ce que ça se rend jusque dans l'eau? Oui. Ah! Tu viens de répondre à ma question. D'ailleurs, dans la présentation PowerPoint qu'on nous a faite à la municipalité cette semaine, on voit dans les dessins de ce que ça va être, effectivement, le fameux ascenseur qui va permettre aux personnes en chaise roulante de pouvoir bien, ça me rassure, parce que les chaises roulantes, il y a les personnes aînées, il y a plein de choses, donc ça me rassure. C'est toujours la chose qui m'inquiète quand il y a l'établissement d'un nouveau projet d'un établissement dans des municipalités. Parce que, encore aujourd'hui, il y a des petits détails qu'on ne pense pas dans l'accessibilité universelle. Mais ça, c'est pas un petit détail, c'est quand même gros parce que l'équipement est cher, mais l'équipement va augmenter la valeur auprès des citoyens. De l'ensemble de tout le monde. L'ensemble des citoyens, qu'on va pouvoir plus facilement s'approprier l'espace. Exact. Et puis, effectivement, je te rappelle que dans la loi qui existe sur la question de la construction des édifices publics, on se doit de prévoir et d'inclure effectivement habituellement ce genre de choses-là. Et ce qu'on a fait valoir, entre autres à la réunion du Conseil cette semaine, c'était à l'effet que oui, on a prévu il y a une entrée à l'eau pour les personnes à mobilité réduite. Bien, cette loi-là, oui, est bien présente. Cependant, mon expérience m'a démontré que ce n'est pas toujours appliqué de manière... je ne parle pas de l'aquagym. Si vous me dites que l'aquagym, ça va bien, tant mieux. Mais en général, cette loi-là est appliquée à la légère, comme une obligation, et non dans une vision de maximisation de l'espace. OK. Par ailleurs, si tu as un projet subventionné, OK, tu te dois de respecter l'ensemble de toute la réglementation qui existe dans le domaine de la construction. Et si tu vas avoir droit à ta subvention, il faut que ça devienne une obligation. Mais, c'est pas grave, tu as raison aussi sur l'aspect de dire que... Il faut toujours se questionner, mettre notre position et s'assurer en tant que citoyen, même s'il y a des législations, s'assurer en tant que citoyen que c'est au maximum de... Qu'on peut aller les chercher. Oui. Écoute, il y a un point sur lequel je voudrais peut-être t'entendre aussi. On dit, oui, on fait l'aquagym, on fait cet investissement-là qui va devenir pour la MRC un investissement majeur aussi pour la MRC, c'est-à-dire qu'on va pouvoir desservir l'ensemble de collectivités avec cela. Et ça va aussi faire en sorte que on va devenir peut-être plus attrayant pour des nouveaux arrivants. Est-ce que toi, ça a un effet d'avoir de ce genre d'équipement-là? On sait qu'il y a tout le contexte là, actuellement de faire venir des gens pour l'emploi. De la régionalisation. Ouais. Je vais te dire bien honnêtement, dans ma vision de nouvelle arrivante qui est arrivée il y a près de 3 ans, non. OK. Donc, ça n'a pas entré en ligne de compte, ce genre d'équipement ou ce genre d'attrait? Ce genre d'équipement-là ne me donne pas un attrait, ne m'attire pas, mais peut m'aider à la rétention. À la rétention? Okay. Parce que ce n'est pas un attrait. Plusieurs endroits ont une piscine, plusieurs endroits ont des équipements. Cependant, le fait que tout soit accessible, que ce soit en plein centre-ville aussi. Ça, il faut se le dire aussi. Le fait que ce soit en plein centre-ville, facilement accessible, des édifices neufs, bien, c'est attrayant pour rester. Ça peut être utilisé, par exemple, dans des programmes comme Place aux jeunes, qui est un programme qui font de l'attraction. Mais c'est un équipement qui peut être trouvé ailleurs, mais pas aussi récent. Okay. Donc, c'est pas un outil d'attraction premier, mais c'est un outil de rétention. De rétention. Puis c'est... Dans la MRC Maria-Chapdelaine et l'ensemble du Lac-Saint-Jean, c'est le problème premier que nous avons. Parce que l'attraction, oui, il y a une attraction pour une certaine tranche d'âge. Plus de 30 ans, les gens qui veulent s'établir une famille vont aller plus vers la régionalisation. Puis le Lac-Saint-Jean a une excellente réputation au niveau de la régionalisation québécoise. Okay. On va parler de l'immigration tout à l'heure, mais de la régionalisation québécoise, une excellente réputation.
Mais on a un problème de rétention de nos jeunes qui vont faire des études et qui reviennent. Oui. Donc, Oui. c'est plus dans cette tâche-là qu'on va avoir une rétention ou plutôt un effet boomerang. Et Ou ce que ils genre- vont aller aux études, ils vont pouvoir revenir parce que c'est des équipements de qualité qu'on ne retrouve pas non plus dans des cégeps. On se le cachera pas. Non, c'est Dans certaines villes universitaires ou dans certaines villes collégiales, ben, on va se dire, ben, des gens qui sont sportifs, qui veulent qui veulent utiliser des équipements de qualité, ben, c'est une attraction de se dire, ben, je vais avoir une bonne qualité de vie privée à l'extérieur du travail en choisissant de venir m'établir dans la MRC Maria-Chapdelaine. OK. Ça, c'est le point. Donc, le point d'attraction, c'est davantage, comme tu soulignes là, l'aspect de pouvoir avoir une vie, non pas plus calme, mais une vie plus moins turbulente. Oui, c'est ça. Je dirais pas tant turbulente, parce que ça, tout est un choix. Moi, je suis une fille turbulente. Je veux bouger, je trouve des idées, parce que dans la MRC Maria-Chapdelaine, partout autour du Lac-Saint-Jean, il y en a des activités. Cependant, c'est pas annoncé. Non, il y en a partout. On peut faire de tout. Puis c'est rare aussi de se dire qu'on a une station de ski entre deux municipalités à moins d'1 kilomètre. Ouais. Donc, on veut bouger, on est capable de trouver. Il y a plein d'alternatives. Donc, ce que tu me dis, oui, c'est que ça devient un élément aussi attractif et de rétention. Mais surtout de rétention. De rétention. Parce que, encore une fois, c'est un équipement qui existe déjà. Mais dans la MRC Maria-Chapdelaine, principalement, pourquoi moi j'ai choisi de m'établir ici, c'est parce que ici, les employeurs, surtout dans mon domaine de travail, nous donnent une grande flexibilité qui me permet, par exemple, de passer du temps de qualité avec ma fille de jour, de travailler aux heures qui me conviennent. Si j'ai un problème de santé, ben je peux travailler de la maison. Je n'ai pas absolument besoin de me déplacer. Il y a une tempête de neige. Les gens nous empêchent. On a-tu eu dernièrement? Ouais? Je ne sais pas, mais il y a une tempête de neige. Je ne suis pas obligée de me rendre au bureau. Il y a une confiance. On peut travailler. Donc, il y a tout cet équilibre-là. Il y a cette harmonisation-là de notre qualité de vie. Parce qu'il y a des différentes sphères de ma vie qui sont harmonisées de cette façon-là. OK. Et donc, ça, c'est primordial avant un équipement. Mais pour pouvoir rester, ça devient, comme tu dis, une force. Encore une fois, quand on parle de rétention, c'est toujours la responsabilité de la personne qui arrive, mais cet outil-là va y permettre de dire je ne suis pas isolée à la maison. Exact. C'est beau, madame. On regarde un autre sujet qu'on a pu voir apparaître cette semaine. Et tu es en mesure de m'en glisser un mot parce que tu m'indiques que tu connais aussi. On sait que se partir en agriculture, avoir une ferme, bon, ça coûte énormément cher, même s'il y a un ensemble de programmes qui peuvent t'aider financièrement. Mais ils vont t'aider au démarrage. Au démarrage. Et on sait qu'un Normandin, soit Guillaume Paradis, offre une opportunité, lui, à des gens qui veulent se lancer en affaires en agriculture, d'embarquer avec lui, de devenir partenaire avec lui. Est-ce que tu peux... tu m'as dit tout à l'heure que tu en connaissais un peu sur le sujet. Je connais un peu le dossier. J'ai été sensibilisée par mon réseau personnel à cette situation-là. Puis, il faut se le dire, être agriculteur, c'est une vocation parce que tu as vraiment énormément d'heures à donner à des êtres vivants qui vont, être rentabilisés, mais dans une situation socio-économique très difficile. Parce qu'ici, on est surtout dans des fermes bovines, que ce soit pour les fermes laitières, les fermes, je ne sais pas comment dire, pour la viande. Pour les bovins. Pour le bovin. Oui. Eh bien, c'est quand même énormément d'heures, énormément de compétences qui sont nécessaires, généralisées. Puis, moi, la première source de dépression majeure chez les agriculteurs, c'est cet épuisement, le manque de soutien social aussi. Acheter une ferme aujourd'hui, c'est plus d'1 million. Okay. C'est beaucoup plus qu'1 million. Vous allez très rarement voir vos agriculteurs être capables de prendre des vacances parce qu'il n'y a pas de relève. Exact. Il n'y a pas personne pour venir s'occuper des animaux pendant 1 ou 2 jours, qui n'ont pas la formation, qui n'ont pas les cours. Mais c'est aussi que c'est un soutien moral. Le projet de M. Guillaume Paradis de Normandin, je la trouve très intéressant parce que lorsqu'on fait des actions, il y a une valeur monétaire au temps qu'on fait. Et c'est ce qu'il propose de faire. Comme actionnaire, il propose de dire, vous voulez être actionnaire sans mettre de l'argent, bien donnez du temps.
aller faire la traite, nettoyer les équipements. Vous êtes soudeur puis vous voulez participer à la ferme, bien, il y a souvent des travaux qui doivent être faits de soudure. Apporter nos compétences. Moi, ça me ferait plaisir, dans l'administration, d'aller aider, donc aller chercher des subventions ou autres, ce qui est mon domaine. Donc, aller soutenir nos fermiers de famille de cette façon-là. Puis, de cette façon-là aussi, si on est sensibilisé à la tâche, à l'ampleur du travail. J'avais perdu mon emploi, j'ai été travailler chaque fin de semaine pendant 3 mois chez un agriculteur de Normandin. Et je revenais à tous mes chiffres, raqués, endoloris. J'adorais les animaux, mais mon chum voulait que je rentre par la porte en arrière parce que tu peux le fumier. Mais ça fait partie d'une réalité. C'est une façon de participer à notre économie locale, de connaître nos agriculteurs, de connaître la réalité socio-économique et de santé mentale de nos agriculteurs, puis avoir nos fermiers de famille. Oui, puis ça permet aussi, et tu me permettras, c'est parce qu'en disant ça permet de développer. On est un peuple et on est des gens qui sont de très bons travailleurs et pas nécessairement les bons investisseurs. Et ça permet de développer cet aspect-là de nos personnalités ou de notre personnalité, c'est-à-dire d'être aussi un entrepreneur travailleur en collaborant à la mise en place puis à l'organisation d'une ferme ou d'une entreprise agricole. Arrêtons le stéréotype parce que je le vis. Arrêtons le stéréotype qu'un entrepreneur, il faut qu'il ait grossé le système pour réussir. Oui, c'est ça. OK? Un entrepreneur, là, je vous recommande, contacter les agriculteurs de votre région, M. Guillaume Paradis. Proposez, essayez juste une fois. Puis après, dites-vous, est-ce que vous feriez ça tous les jours de votre vie? Sacrifier souvent la vie privée, sacrifier votre situation familiale, sacrifier le temps pour vous, pour des animaux, pour nourrir le Québec. Nourrir le monde. Nourrir le Québec. Nourrir les gens. Puis, dans une situation où on vient de signer un accord d'Amérique du Nord qui va faire entrer du lait américain, c'est une... Cette initiative-là de M. Paradis, je la trouve extraordinaire parce qu'elle a une action culturelle sur tellement de secteurs. Il y a vraiment tout un aspect d'intégration d'une activité économique qui est basée sur l'accomplissement de soi. Oui! Et ça, on oublie trop souvent que, oui, je peux être très bon, une personne qui est en informatique, puis tout ça, mais c'est beaucoup plus intéressant peut-être d'avoir des contrats à faire réaliser par une entreprise, des contrats en informatique, que de dire, bien, regarde, je suis un employé de CGI et je demeure un employé de CGI. Moi, je pense, en tout cas, on n'a pas le sentiment de fierté. Le sentiment de fierté d'occuper son rôle dans une organisation. Exact. Je mets cette phrase-là dans cet endroit-là parce que ça peut s'appliquer au bénévolat. Ça peut s'appliquer à notre politique, ça peut s'appliquer à nos entreprises, mais le sentiment de fierté et d'accomplissement lorsqu'on fait une tâche. De faire quelque chose. La prochaine fois que vous entendez quelqu'un qui vous fait un service à la clientèle qui dit « notre entreprise », oui. Retenez son nom parce qu'elle tient, cette personne-là, à donner un bon service. Exactement. Et le nous et le nôtre devient, là, à ce moment-là... C'est mon mandat, c'est pas le mandat. Tu t'impliques. Oui, il y a une implication personnelle. C'est bon, madame. Hey, regarde, non, c'est pas encore estiné, ça va pas se payer, je trouve, hein, non? Ben, là, il faut qu'on trouve un sujet qui se style, puis je regarde ta feuille, ça va arriver. Le caribou. Oh! Le caribou forestier. Oui. On sait que le ministre a annoncé qu'en 2023, nous allons avoir, tout à l'heure, Aquagym, c'est 2021. Oui! C'est bon. À l'hiver 2000. Donc, en 2023, on va avoir enfin une stratégie pour conserver et faire en sorte que l'habitat du caribou forestier puisse être adéquat pour assurer la survie de cette espèce. En 2023, d'ici là, oui, tu vas avoir des actions qui sont entreprises et il veut qu'on consulte davantage, non pas juste les spécialistes pour sauver, mais aussi les gens qui vivent de la forêt.
C'est-à-dire nous autres. Bon, qu'est-ce que ça va prendre comme exactement la forme? Je sais qu'il va nommer des comités régionaux de spécialistes et de travailleurs, d'investisseurs, d'entrepreneurs. J'espère aussi. qu'ils vont mettre des villégiateurs aussi. Oui, tu es censé y avoir effectivement l'ensemble des usagers de la forêt qui peuvent être à travailler là-dessus. Surtout dans notre milieu à nous, on sait qu'au réservoir Pipmoigan, c'est un endroit qui est actuellement très, très, très sollicité pour ne plus faire de coupe forestière ou de travaux à caractère forestier dans le coin pour justement permettre de le sauver. On s'est rendu compte par ailleurs qu'au niveau des inventaires, on se retrouve en surpopulation de caribous forestiers dans ce milieu-là. Dépendamment des secteurs, oui. C'est ça, exactement. Alors, ça va permettre de pouvoir établir et d'avoir un portrait, semble-t-il, plus adéquat de la question du caribou forestier. Ma question à toi est la suivante. Toi, là, c'est que tu es prêt à faire pour que le caribou forestier demeure au monde le patrimoine mondial phoné? Tu me poses toute une question ce matin. Non, en fait, pour répondre à cette question claire, je suis une usagère de la forêt. Oui. Et je pense que l'ensemble de la faune boréale que nous avons au Québec est magnifique. Oui. Vraiment. Cependant, au niveau du développement économique de notre région, il faut voir que le bois est une ressource incroyable parce qu'on a un bois de qualité, puis on a des travailleurs très bien qualifiés avec des bons salaires qui permettent de faire un bon développement économique de la région, tout en préservant parce que, oui, il y a des entreprises qui sont moins bonnes que d'autres, mais les entreprises pensent quand même aussi, avec les biologistes, avec les ingénieurs forestiers, à une vision de développement durable. De développement durable et de rétablissement rapide de la forêt de manière naturelle. Oui. On n'a plus des plantations telles quelles, il y a des techniques. Oui. Cependant, moi, personnellement, le bois que nous avons, où va-t-il? OK. Présentement, oui, il y a un blocus au niveau de la vente aux Américains. Oui. On en vend quand même. On en vend quand même. Mais on coupe la majorité de notre bois pour se rendre aux États-Unis. Il n'est pas assez utilisé au Canada, je trouve. Là, je suis contente parce que ça peut faire un lien avec l'Aquagym. Ouais. L'Aquagym qui va mettre de l'avant le bois boréal oui, aussi. On a voulu, Et ils vont... mais c'est la question que je me pose, c'est... ça peut être un bon prétexte pour arrêter d'être vu comme une région ressource absolument. De voir à la diversité puis à l'innovation au niveau de notre développement économique. Okay. De le voir comme un prétexte, parce que je ne crois pas que l'industrie forestière doit fermer du jour au lendemain, mais je crois au contraire que c'est une bonne... faut le voir sous un angle de... C'est un bon temps pour revoir notre innovation économique. Est-ce que ça va dans le sens aussi, ça pourrait aller dans le sens, on parle beaucoup à cette heure de faire en sorte que ça corresponde avec du développement durable. On sait qu'on a quand même, le développement durable, ça équivaut aussi à une forme d'équilibre dans la consommation ou dans l'exploitation de certaines richesses naturelles. Ça vise justement. Est-ce que toi, tu irais jusqu'à dire... Bon, ben écoute, on vend peut-être moins de bois aux États-Unis, on se le garde plus pour nous, donc on a moins besoin d'en couper, puis on va pouvoir conserver nos forêts aussi. Parce que là, on parle de développement durable aussi, c'est une façon de parler. Est-ce que, pour toi, notre vision de développement durable dans l'exploitation des ressources naturelles, et en particulier la question du bois, c'est une question qui se doit d'être redéfinie ou mieux définie? Mais présentement, notre économie n'est plus circulaire. Okay. Notre économie se fait plutôt au niveau international. Puis, même interrégional, au lieu d'avoir des retombées beaucoup plus locales. On voit vraiment des grandes entreprises qui vont plus ramasser les prix. Il y a plus le prix, la valeur de cette ressource pour être exportée dans d'autres régions. Okay. C'est là, moi, le problème on affaiblit notre ressource. Oui, on a du développement durable, mais ça prend combien de temps avant que ce développement
se régénèrent. Nous, on se retrouve... Il ne faut pas surutiliser cette ressource qui est finie. En fait, moi, c'est la question... Il ne faut pas surutiliser cette ressource qui est finie. Mais comment on fait pour ne pas la surutiliser? Bien, il y a un nouveau domaine d'études dans les universités qui vise, et je ne me souviens plus du nom, pendant la pause, je vais aller la chercher, c'est les environnementalistes. C'est des études en biologie qui aident les entreprises à utiliser des déchets d'une entreprise pour faire un produit fini de l'autre. Oui. Bien, c'est peut-être une excellente idée. Par exemple, la biomasse forestière qui est utilisée comme chauffage. Donc, c'est des résidus des scieries et toute autre entreprise forestière de papeterie et autres. Bien, ça, c'est une... Pourquoi on n'irait pas plus dans cette innovation-là? On reste dans le produit forestier, mais je trouve qu'on est plus dans un développement économique et environnementale dans une vision plus durable aussi. Exact. C'est-à-dire d'utiliser, tant qu'à faire une exploitation, d'utiliser au maximum l'ensemble de tout ce qu'on pourrait retrouver avec une seule ressource. Tu parles des copeaux là, actuellement, tu parles la biomasse, le contreplaqué, il y a plein de choses. Il existe des méthodes, et d'ailleurs, la compagnie Énergir qui veut refaire un circuit ici de gaz naturel, dit, bon, ben oui, nous voulons utiliser la biomasse que nous avons avec la forêt pour être capable de le produire aussi. Si tu ne le savais pas, présentement, il y a des subventions pour le changement de système de chauffage dans certains bâtiments du Lac-Saint-Jean pour valoriser la biomasse. Mais c'est ça que je veux dire par, oui, le caribou forestier est un prétexte pour revoir notre innovation au niveau économique afin que ce soit un développement à la fois durable pour l'environnement, pour notre économie, donc nos communautés. Il y a un élément que je voudrais juste revenir sur la question du caribou forestier. Oui. On a toujours parlé, en fait, depuis 2013, quand on parle de ce dossier-là en particulier, du caribou forestier dans nos régions, on a toujours fait la référence. Pas de perte d'emploi pour le caribou forestier. Tu sais, on a toujours fait cette proposition-là pour l'amener au niveau politique puis tout ça. Et on se rend compte que porter le débat juste sur cette question-là de perte d'emploi par rapport au caribou forestier, ce n'est pas suffisant. Il faut qu'on le discute peut-être davantage de la façon dont on vient de l'aborder dans une question de développement durable, en dire oui, comment est-ce qu'on peut s'intégrer la protection du caribou forestier et non pas juste, je perds un emploi, donc il faudrait que je perde un caribou. C'est parce que, encore aujourd'hui, on voit le développement économique comme la seule façon de développer nos régions. Oui. Oui. C'est essentiel, on est d'accord, mais ce n'est pas la seule façon. Parce que le développement, on ne parle pas seulement d'emploi, l'appropriation du territoire, l'appropriation de l'entrepreneuriat aussi. Oui. Donc, il n'y a pas seulement la vie qu'on peut faire, c'est pas seulement dans la vie d'employé d'une grande entreprise, là. On peut développer de l'entrepreneuriat. Moi, je suis pour l'innovation, pour la valorisation de nos compétences. Et nos compétences, les gens qui travaillent le bois, vous savez qu'il y a pas mal plus que les bio qu'on va sortir du bois. Il y a beaucoup plus de choses à faire avec ça. Puis le bois qu'on a au Québec, pourquoi il y a du qualité? Ça, c'est quelque chose que peu de gens savent. Mais sais-tu pourquoi le bois boréal du Lac-Saint-Jean est d'une excellente qualité? Il capte beaucoup de carbone. Ça, c'est l'ensemble des forêts. Cependant, comment un arbre se construit? Il fait plein de tuyaux dans ses écorces. Oui. Donc, plus il est au sud, plus ses tuyaux sont larges. Donc, il va casser plus facilement, mais il va être moins solide, mais il va être plus large. C'est souvent du bois qu'on voit plus pour le bois de chauffage et autres, qu'on va voir plus au sud du Québec. Cependant, dans nos forêts boréales, c'est le même nombre de tubes, mais ils sont plus petits. Donc plus serré, plus flexible, moins de risque de brisure. Donc, c'est un excellent bois de construction. C'est un excellent bois. Pratiquement du fer, quoi. Pratiquement. T'es drôle, toi! Mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est un bois de qualité qui vaut la peine d'être préservé. Oui. Mais le fait que c'est des plus petits, c'est pour ça qu'on ne voit pas des gros arbres larges en Boréalie. Surtout rendu à nos latitudes. Rendu dans nos latitudes, mais ça prend énormément de temps pour se rendre à cette largeur-là. Donc, c'est pour ça aussi qu'il faut parler de développement durable, de valorisation de nos forêts, puis valorisation des travailleurs forestiers, parce qu'ils sont excellents, là. C'est pas quelqu'un qui arrive comme à une certaine époque où on sortait la hache. Non!
on sortait la hache, on regardait, puis non. Maintenant, il y a un calcul fait avec des ingénieurs forestiers sur quel arbre vaut la peine d'être abattu parce qu'il peut être sur le bord de la fin de vie, mais qu'il va aller chercher au maximum, on va aller chercher un maximum tout en permettant aux plus jeunes pousses d'aller loin. C'est vraiment tout qu'un domaine, la foresterie. Il ne faut pas perdre toute cette expertise-là. Cette expertise-là, mais je pense qu'il faudrait la valoriser à un autre niveau. Au lieu de les voir seulement comme des bio de bois qu'on va sortir de nos forêts, mais pourquoi pas qu'ils arrêteraient plus? Là, comme par exemple, je suis très fière de la région du fait que nos bio de bois, ils ne font pas juste sortir. Il y a Dolbeau-Mistassini, il y a Chibougamau, il y a Saint-Félicien. Notre bois est transformé ici. Oui. Bien, pour une première transformation. Pour une première. Mais ça relève aussi du régime forestier québécois qui fait en sorte que quand je t'octroie un CAF dans le temps, oui. Quand je t'en octroie un, je te l'octroie pour qu'il va à une scierie. Alors, plus proche que tu mets ta scierie de ton exploitation, moins ça devient onéreux. Tu as un élément là-dessus. Et moi, je me suis toujours battu à un moment donné. Oui. Quand j'étais parce que j'ai déjà été une vie où j'ai fait un peu plus de travail au niveau politique et j'avais mis de l'avant l'idée suivante. Pourquoi est-ce que, pour pouvoir faire en sorte qu'il y ait encore davantage de transformation d'une richesse naturelle telle le bois chez nous, OK, pourquoi est-ce que c'est que tu ne taxes pas le transport de la matière première. Non transformée. Non transformée. Donc, pour ça, c'est taxer donc le transport de cela. Et tu prends cet argent-là et tu subventionnes, OK, le transport d'un produit transformé. OK? Tu prends le même argent. Alors, ce que ça fait en sorte que, c'est que ça devient un peu rentable de venir installer ton usine de sciage proche de l'endroit où tu l'exploites, hein? Donc, chez nous. Donc, on aurait davantage d'usines de transformation qui pourraient se faire, au lieu de faire transporter du bois dans des régions. Remarque que, actuellement, le transport du bois, et on me répondait toujours la même affaire, « Ah, mais tu sais, le transport des bio, là, ça se fait toujours en route. » Parce qu'à la minute où tu es sur une route régionale, tu as une forme de taxation parce que tu te dois de baisser et tu ne peux pas. OK, je ne peux pas prendre une bille de bois que j'ai coupée pour l'usine de Mistassini et aller la faire scier à Saint-Fulgence. Donc, je n'ai pas de transport qui se fait à ce niveau-là. C'est juste pour indiquer que, oui, il peut y avoir des méthodes pour favoriser la question du développement des ressources naturelles. Il peut y avoir des moyens aussi qui peuvent se utiliser. Bien, quand on parle d'employabilité, ça serait une excellente solution pour voir une employabilité plus diversifiée dans un même domaine. Aussi. Puis, comment je peux... Tout ton raisonnement est complexe et très intéressant parce que oui, le système de taxation, les taxes, c'est pas juste pour donner de l'argent au gouvernement, c'est pour que ça fasse des retombées. Ça, il faut l'expliquer. Là. Tu sais, les taxes sur le carbone et autres, c'est le gros débat. Les taxes, c'est pour décourager un achat afin d'en valoriser un autre comportement. Hey, Joanie, on a trouvé s'arrêter quelques secondes. J'ai dépassé les minutes, on va se faire tanner. Alors, on prend une petite pause et on vous revient. Les opioïdes du marché noir, ou ceux consommés sans ordonnance, tuent des gens comme lui. Et ils tuent aussi des gens comme lui. L'avenir cherche du monde comme toi. Trouve ta place à emploidavenir.gouv.qc.ca. J'ai trop pris de potes. Impossible que le cannabis fasse ça. Mais avant 25 ans, il peut nuire au développement de ton cerveau. Alors voilà,
reprenons le cours de cette émission de Qu'en pensez-vous avec Joanie. Et Jules. Oui. Donc, comme j'avais promis, c'est le terme écologie industrielle, le terme de recherche, le nouveau domaine de recherche de l'Université Laval pour la valorisation des déchets entre entreprises. Ah, OK. Oui. Ah, c'est bien, hein? Et ça, c'est une nouvelle formation qui vient de démarrer, eux autres? Ou, je crois que c'est un amalgame de d'autres ou quoi? Bien, je pense que, à ce que j'ai compris, c'est que c'est un domaine qui était déjà étudié, mais là, maintenant, il y a un programme vraiment Plus particulièrement qu'on peut aller chercher. Écoute, je voudrais qu'on parle. On a parlé d'économie, on a parlé de caribou, puis on a amené ça ailleurs. On a parlé de faire venir des gens avec Aquagym, de les retenir, pardon, pas de les faire venir. Mais il y a un élément que j'aimerais qu'on regarde aussi, c'est le bénévolat. Oui. OK? On va en placoter parce que, bon, la semaine qui vient, là, la semaine qui commence aujourd'hui, qui est la semaine de l'action bénévole. Oui. OK. On sait qu'il va y avoir, dans la MRC, les municipalités font habituellement des soirées hommages. Je sais qu'à Dolbeau-Mistassini, ça va être le 9. À Normandin, c'est au cours du mois de mai où on va faire aussi ce type de soirée-là. J'aimerais t'entendre quand même sur cette question-là, sur l'importance dans nos milieux de l'action bénévole et qu'est-ce que ça représente pour toi? Tu touches en plein mon domaine professionnel. Okay. Quand on parle de l'action bénévole, le bénévolat, OK, c'est une ressource inestimable dans notre communauté, dans l'ensemble du Québec. On est dans une des communautés au niveau international où le bénévolat a le plus d'importance. Et ça vient de notre côté anglo-saxon. Ça, les gens ne le savent pas, mais ça vient vraiment de notre côté anglo-saxon. Participation à notre communauté avec les moyens qu'on a, donc ce n'est pas absolument des moyens financiers. Exact. On donc, parlait de ressources humaines d'abord. C'est une ressource humaine majeure, OK, pour les organisations. Tous les organismes que vous connaissez ne pourraient vivre sans leurs bénévoles, leurs membres des CA, les bénévoles qui font... Il y a tellement de types de bénévolat. Il y a du ponctuel, il y a du perpétuel, il y a du récurrent. Donc, il y a les membres du CA qui sont dans les décisions, qui veulent s'assurer que l'organisme ait un impact tel que voulu dans la communauté. Il y a ceux aussi qui sont récurrents, que vous voyez régulièrement, par exemple, à votre friperie, aux missions, qui sont là à chaque semaine. Puis eux, c'est leur plaisir parce que ça aide nos communautés. Mais parlons aussi, pas le temps de communauté, mais l'individu derrière le bénévole. Exact, oui. C'est une action que je trouve égoïste dans le bon sens du terme. Oui, OK, oui. C'est le fun être bénévole. C'est le fun être bénévole. Nous, on est bénévoles. Il y a plusieurs personnes autour de la télé locale qui sont bénévoles. C'est une belle façon de valoriser ou d'apprendre des nouvelles compétences, réseauter avec des personnes. C'est un des premiers outils que je recommande aux gens qui arrivent dans la région. Faites du bénévolat, faites-vous connaître, pas seulement comme le petit nouveau, comme la personne qui a aidé à la maison de la famille, la personne qui a aidé à l'hôpital. On peut apprendre des nouvelles compétences, on fait du réseautage, on est valorisé aussi dans la communauté de cette façon-là. Et c'est une façon d'avoir une vie sociale. Oui. Aussi, de s'impliquer socialement dans son milieu, de le faire avancer. Et c'est pas nécessairement juste en mettant du capital action dans quelque chose que tu... Loin de là. Même là, c'est très loin d'être le cas. Je reviens quasiment avec l'affaire de Guillaume Paradis. C'est pas du bénévolat, mais ça a le même principe. Exact. Parce qu'une entreprise ne peut pas avoir de bénévoles, mais c'est le même principe. Exact. L'implication humaine dans le développement de nos communautés, que ce soit en entrepreneuriat ou dans le bénévolat. Présentement, on parle surtout de pénurie de main-d'œuvre, mais on a une pénurie majeure de bénévoles partout à travers le Québec. Il faut se dire que la main-d'œuvre, là, ils cherchent de l'emploi, ils ont besoin d'un emploi pour vivre. Oui, ça on n'a pas besoin des bénévoles. Les bénévoles n'ont pas besoin de faire du bénévolat pour vivre. C'est les organismes qui en ont besoin. Exact. Donc, on a toute une nouvelle façon de revoir notre attraction de bénévoles. Puis, comme j'ai rencontré M. André Mondou, si je me souviens bien, qui est conférencier au niveau du bénévolat, professeur à l'Université du Québec à Trois-Rivières. OK. Bien, avant, on cueillait les bénévoles. On envoyait comme une offre d'emploi, puis les gens disaient « Ah, moi, je suis intéressée », ça faisait partie de notre culture. Maintenant, le changement avec les médias sociaux et autres, ça l'a changé. Les gens sont plus
à la maison, plus selon leur disponibilité plutôt que la disponibilité nécessaire à l'organisation. Maintenant, on ne dit plus les cueillir, on dit les cultiver. Les cultiver, les bénévoles. Et là, je fais juste une parenthèse rapide. Les jeunes, OK? Je parle à partir de l'âge de 16 ans. Même moi, mon frère et moi, on a fait du bénévolat à partir de l'âge de 6 ans. On passait du porte-à-porte pour ramasser des fonds pour la Société du cancer. Ça arrive une fois par année. Mais quand tu arrives à 6 ans et tu frappes à la porte pour te demander des fonds, c'est assez facile d'en donner. Oui, habituellement. C'est facile. Ça paraît bien, mais c'est une valeur qu'il faut travailler. Puis ça paraît bien sur un CV. Quelqu'un qui s'implique dans sa communauté, qui fait valoriser, puis qui est fier de cet acte-là. OK? Parce que c'est pas seulement donner des dons en argent, c'est pas seulement des... Le bénévolat là, peut être super le fun, OK? Les bénévoles, parlez-en donc à votre réseau. Viens donc à FIPRI, là, viens donc, on va avoir du fun. Parce que c'est ça, faire du bénévolat, c'est avoir du fun en gang. C'est vraiment beaucoup avoir du fun. Je te dirais aussi que je regarde avec les notions là, d'épicerie communautaire et ces choses-là dans nos petites municipalités, okay, où on a pu remettre de l'avant une activité qui est de faire l'épicerie chez soi, le plus près de chez soi possible, avec ce concept-là d'épicerie communautaire, donc où c'est le bénévolat qui mène. C'est-à-dire que si j'avais à payer les caissières ou si j'avais à payer les caissiers, j'avais à payer bouchère ou... jamais je serais capable de faire revivre à l'intérieur d'un petit milieu une entreprise d'épicerie rentable. Ça serait impossible. Par contre, l'implication des gens de façon bénévole à l'intérieur permet d'avoir un service de proximité au niveau des épiceries dans les petits milieux. Et ça, là, ça s'appelle bénévolat aussi. Et c'est de la façon dont l'implication bénévole peut faire grandir et amener dans son milieu des services. Parce que oui, c'est du service qu'on rend. C'est une façon de faire en sorte que le milieu puisse continuer de se développer par nous-mêmes. Et ça, là, c'est fondamental dans nous. On avait l'idée dans le temps de faire des corvées. OK, il t'arrivait quelque chose, on faisait des corvées, bon, tout le village ou toute la municipalité. Mais c'était un plaisir. Je m'en souviens, j'étais scout, on avait la corvée de nettoyage du parc des Chutes à la ville de La Tuque. Mais c'était du fun en bord. On était en gang. Oui, on faisait la tâche, mais on avait des hot dogs, on s'amusait, on réseautait, on connaissait d'autres personnes, on était sensibilisés à d'autres situations aussi. Moi, j'ai un événement marquant qui m'a fait passer du scoutisme à l'aide aux personnes avec handicap intellectuel à cette journée-là. OK. Parce que on a mélangé les deux organisations, puis ça l'a cliqué avec une jeune fille de mon âge qui avait un trouble de déficience intellectuelle. Puis on a fait du parrainage, puis on s'est suivi tout le long du secondaire. C'est ça, le bénévolat. Exactement. Ça te permet d'établir les contacts. Puis de sensibiliser à des réalités qu'on ne côtoie pas de manière naturelle dans nos cercles de vie. OK? Parce que le bénévolat, il faut être disponible, ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Il faut avoir aussi une disponibilité de cœur et d'esprit et de corps. Oui. Parce que des gens qui sont plus dans des situations qui ont besoin du bénévolat pour les aider, bien, c'est ça qu'on arrive dans un échange. Tu sais, j'aime bien une chanson d'Ariane Moffat. L'ouverture d'esprit n'est pas une fracture du crâne. OK. Bien, le bénévolat, c'est une façon de s'ouvrir l'esprit. Oui. Et félicitations à tous nos bénévoles. Merci profondément de la part de l'équipe de l'ATI du Haut-du-Lac, je me permets de le dire, mais pour l'ensemble des citoyens de la communauté, merci à tous nos bénévoles. Et toutes les personnes que je peux entendre dans nos événements chialer à propos d'un bénévole, là, prochaine fois que moi je t'entends, prochaine fois que vous entendez quelqu'un... Des menaces! Non. Je vais vous chercher par la main, puis je vais vous montrer comment aider ce bénévole. Exact. Et faites de même. La prochaine fois que vous voyez quelqu'un diminuer un bénévole qui donne de son temps... Moi, j'ai été directrice d'un festival, directrice générale d'un festival à Témiscouata-sur-le-Lac. Et je vais te raconter cette anecdote parce que je trouve que c'est important. J'ai perdu mon emploi à cause de ça. Mais j'ai gagné le cœur de 250 bénévoles aussi de cette façon-là. C'était un festival d'250 000. C'était le commanditaire principal Cascade
Okay? On parle d'un gros événement. Et j'ai un commanditaire qui commence à engueuler et insulter un de mes bénévoles, un des bénévoles de l'événement. Mais vraiment de manière agressive. J'ai fait venir les agents de sécurité, j'ai intervenu moi-même auprès de la direction, puis il a continué à être agressif. Et j'ai perdu patience. Et je lui ai dit, si je donnais un salaire minimum à chacune des personnes qui viennent donner de leur temps et de leur cœur pour venir profiter de l'événement puis faire profiter à l'ensemble de la population, votre commandite, elle ne vaut rien. Elle ne vaut rien. Si je donnerais un salaire de 15 de l'heure à 250 personnes qui font 8 heures minimum par jour, afin que l'événement qui leur tient à cœur puisse être réalisé de cette façon-là, peu importe le montant que tu peux donner à un événement, il n'y a rien qui vaut nos bénévoles. C'est 15 ans. Et lui, il est une participation financière de très grande importance. Sans ça, tu ne serais pas capable de le faire. Non, mais je ne parle pas de... C'était pas un commanditaire cascade. Non, oui, je parle du bénévole. Du bénévole, l'investissement qu'il fait en te donnant ce 15 $-là. Il te le donne à toi, tu ne donnes pas. Non, puis c'est pas... J'y ai pas demandé. Il vient me le donner. Il vient me le donner parce qu'il tient à cet événement. Exact. Puis moi, la réponse à ce commanditaire-là qui a été mal poli, j'ai dit, tous les commanditaires, vous avez mon numéro de téléphone. Tous les commanditaires, vous êtes capable de m'appeler s'il y a un problème. Ce comportement-là est inacceptable envers n'importe quel être humain. Exact. Bien, encore une fois, merci à nos bénévoles. Oui. Écoute, il y a un sujet qui te tient aussi particulièrement à cœur. On a eu la régionalisation de l'immigration. On sait qu'il y a eu des colloques un peu là-dessus. Je te laisserai y aller, puis je vais voir où je vais intervenir. Bien, c'est une réalité dans notre pénurie de main-d'œuvre au Québec. Une des solutions, parce que c'est une parmi plusieurs solutions à cette pénurie de main-d'œuvre, c'est l'immigration dans les régions. Parce que présentement, il n'y a pas de pénurie de main-d'œuvre. Bien, il y en a, mais il n'y a pas tant une grosse pénurie de main-d'œuvre dans les grands centres, Québec, Montréal, Sherbrooke. Comment on fait pour régionaliser ces immigrants-là qui vivent un premier déracinement en arrivant dans une région? Et si on les prend au mauvais moment, les envoyer dans une autre région, c'est déraciner quand ils ont commencé à faire le réseau, commencé à faire la... Comment on va chercher ça? Le colloque, c'est les participants de Place aux Jeunes, de Porte ouverte sur le lac et tout autre organisme qui aide à l'intégration, puis je dirais plus à l'inclusion sociale, ont participé et différents éléments ont été très intéressants, qu'on voit que c'est un phénomène circulaire au niveau de l'inclusion sociale. Dernièrement, plusieurs membres de la communauté ont participé à cette recherche-là. C'est une recherche qui a été organisée par le ministère de l'Immigration, de la Diversité et de l'Inclusion, qui vient à faire une analyse complète de le processus de régionalisation de l'immigration. Je travaille avec M. Christophe Kabinjiri, qui a fait la recherche ici. Et quelque chose de bien intéressant en est ressorti. Puis moi, je l'ai vécu dans l'ensemble des régions du Québec. J'ai travaillé, puis j'en ai fait 8 différentes. OK. Les Québécois, on est vraiment bons sur l'accueil. On est là pour les aider. Oui, tu as besoin d'un logement et autres. Mais essaye d'aller prendre Dans ce qui est l'inclusion, là, c'est compliqué. Aller chercher l'inclusion sociale. Puis ça, c'est une différence culturelle qui est bonne comme mauvaise. C'est un trait culturel. Mais on est très bon pour les accueillir, pour les aider à les avoir les outils, mais pas leur montrer comment les utiliser. Okay. L'inclusion, c'est oui, une responsabilité de la part de la personne qui arrive, mais au Québec, on a 4 saisons. C'est pas après 3 mois qu'on est capable d'utiliser les outils de manière efficace sur 4 saisons. C'est comme ça que je le vois. Donc, après 1 an d'accompagnement d'une personne qui vient d'arriver, et je suis québécoise, et je suis arrivée dans des régions, tout le monde m'accueillait. Mais j'arrive, je fais comme, on peut-tu aller prendre un verre? C'est question que je socialise avec quelqu'un d'autre. Non, je ne suis pas disponible. Je vais te présenter d'autres personnes. Puis tout le monde, on a tous nos petits cercles sociaux. Bien, c'est très intéressant de voir comment on peut faire des petites actions en tant qu'être humain, en tant qu'organisation, mais on voit aussi qu'il y a plusieurs paliers qui sont reliés à cet enjeu-là. On a le palier de l'individu qui vit l'immigration. Okay. L'IMI et l'émigration. Donc, on a ceux qui changent de pays, puis il y a ceux qui changent de région. Donc, ce n'est pas les mêmes défis, même loin de là, mais il y a des ressemblances. C'est la grosseur de l'impact qui est différente. OK. Bien, ça, c'est vraiment moi, c'est beaucoup plus facile de partir de La Tuque pour venir au Lac-Saint-Jean. C'est pas mal plus facile que quelqu'un qui arrive de la Côte d'Ivoire, même s'il parle français. Exact. Même s'il parle français, c'est pas mal plus difficile. Bien, il y a le niveau local.
on a les citoyens. C'est plus facile. Dans la recherche, il y a des éléments très intéressants qui sont sortis. La première, c'est que les grands vecteurs d'intégration, c'est nos aînés. Oui, OK. C'est les vecteurs, OK? Les aînés sont très demandés au niveau du bénévolat et autres, mais c'est les personnes aussi qui sont des ressources premières pour les familles et autres. Quand une personne, une aînée va dire « Hey, je suis avec M. Kevin Giry, par exemple, qui est un homme noir », bien, les membres, les enfants de cette personne-là peuvent s'intéresser et là, on a un réseau. Donc, c'est un vecteur. Ce n'est pas une responsabilité, on ne doit pas leur donner, mais c'est un vecteur d'intégration sociale majeur. Le bénévolat, encore une fois, afin de ne pas être connu comme le noir du village, le musulman du village, il y a ça. Donc, on y va de l'individu, le réseau social, à la communauté. Mais il y a des visions politiques aussi. Comment on les accueille dans notre communauté? Un petit kit d'accueil, là, parce que je sais que toutes les municipalités de notre région, pour faire partie de ce processus-là, ont comme mandat, ils se sont donnés comme objectif de créer des cartables d'accueil avec la date des déchets, la liste des activités, la liste de bénévolat. C'est pas tout le monde qui les a encore fait parce que c'est pas encore vu comme une priorité, mais ça serait le temps de le faire. Hein. Bien, là, on a la municipalité. Au niveau régional, la MRC, comment on les accueille? Puis au niveau du Québec, puis au niveau... Donc, il faut voir. Oui, il faut faire des actes personnels. Oui, il faut faire des actes plus petits, mais il faut voir aussi dans une démarche de globalisation de la régionalisation. J'ai eu l'occasion, juste pour indiquer, de participer à un des ateliers ici à Dolbeau-Mistassini avec le monsieur en question. Kevin Giry, exact. Et moi, j'avais fait valoir un aspect suivant, justement, sur la question de l'intégration. Aujourd'hui, on est quand même dans une société excessivement individuelle. OK? Oui. L'individu, mon moi va avant le nous. OK? Or, si je veux intégrer des gens, mon nous doit être davantage mis de l'avant. Et je faisais la remarque suivante. Aujourd'hui, tu vas t'en aller même tu es dans la municipalité où tu es né, tu es dans la municipalité où tu as toujours vécu, tu déménages, tu t'en vas dans une autre rue, et avant que tu parles à ton voisin ou à ta voisine, il peut peut-être s'écouler un certain temps. Avant ça, là, le voisin et la voisine venaient te voir et disaient « Hey, peut-être tu vas être quelque chose. » Là, avant que tu aies ça, là, OK, il peut peut-être s'écouler un an avant. Ce que je veux dire, c'est que notre comportement individuel fait en sorte qu'on pas tant d'accord avec toi. Pourquoi? Là, pour une fois, on n'est pas d'accord, la première fois de l'émission. Mais présentement, on n'est pas tant dans l'individualité que nos réseaux sont beaucoup plus larges, ne sont plus reliés à un milieu physique. Avec les réseaux sociaux, souvent, on a nos amis, puis on a nos amis, mais là, on n'a plus besoin d'aller dans la rue puis faire connaître parce qu'on leur parle sur les réseaux sociaux. On n'a pas le besoin de réseauter au niveau local. Et ça, c'est une responsabilité personnelle. Mais c'est pas qu'on est individuel, c'est que maintenant, on ne sent plus le besoin. Bien, moi, je parle de la jeune génération. Mais on ne sent plus le besoin d'aller réseauter au niveau local, au niveau du lieu physique où on est. Bien, c'est pas dans pourquoi cette absence de la relation humaine? Bien, c'est parce que c'est pas une absence de relation humaine, c'est une transformation de la relation humaine. Par un outil, qui est le média social. On revient en plein sur le début de notre émission. Je pense que c'est là-dessus qui est fondamental, mais c'est pas assez fondamental. C'est fondamental, oui. Oui, c'est fondamental. Et on ne peut pas juste... je maintiens, moi, que les difficultés... Parce qu'on parle d'intégrer quelqu'un dans un milieu. Et si je le fais par le biais d'un outil au lieu de le faire par un biais d'un contact personnel individuel, c'est le même de l'intégration. Je vais intégrer quelqu'un. Tu sais, on parlait tout à l'heure du bénévolat. Une des forces d'intégration sociale, c'est aussi le bénévolat. Pourquoi? Parce que je vais avoir une relation directe physique avec toi. Et ça, là, on commence à parler d'intégration quand on parle de même. Et c'est pour ça que je dis, on a moi, mon individualisme aujourd'hui, il se pratique davantage en arrière de mon ordinateur. Mais c'est là qu'on est d'accord sur le... On est en désaccord. Moi, je ne pense pas qu'on est individualiste, mais on est plus isolé. Oui.
Le terme est Parce qu'on différent. veut- Le terme est différent. Ouais, OK. Mais moi, avant la fin de l'émission, je voudrais qu'on parle d'un sujet un peu plus Ouais, au c'est niveau vrai, OK. OK. Au niveau Mais on va revenir là-dessus. OK, on revient. va revenir là-dessus dans une prochaine Pierre émission. ne sera pas là la semaine prochaine. On pourrait faire une émission Oui, complète vas-y, mais là-dessus. vas-y sur le sujet que tu voulais amener, parce qu'il nous reste 2 minutes. 2 minutes? Ah oui, on nous a La bien loi dit. sur la laïcité. Ah oui, vas-y. Ben moi, je me pose la question. On a eu le vidéo il y a une semaine de M. Legault. Qu'est-ce que tu en penses? Ah oui, sur son... T'as moins de 2 minutes. Son appel au peuple. Oui. Son appel au peuple. Tu sais, le débat sur la laïcité, c'est un débat qui existe depuis plusieurs années au Québec. On a essayé de faire, je pense qu'il y a au moins 3 gouvernements qui ont travaillé à essayer de mettre de l'avant certaines idées pour essayer de régulariser ou de faire que l'État soit laïque et donc tu n'as pas de signe religieux pour pouvoir représenter l'État. Ça, c'est le point important qu'on a essayé de faire. Pourquoi cela? Moi, j'entends des gens, puis que ce soit des proches ou que ce soit, puis ça correspond un peu avec la question de l'intégration aussi, tout à l'heure. Hey, moi, là, je suis tanné de voir que ce n'est pas mes valeurs de dire que la madame se présente devant moi, elle est d'origine, pas d'origine, mais elle est de religion musulmane. Ça m'agresse de voir ça. Comment est-ce, pas moi qui dis ça, il y en a plusieurs qui me le disent parce que... Et il faudrait qu'on essaye de démontrer que, tu sais, on est quand même au Québec, là, puis au Québec, on était des catholiques dans le temps, regarde, mais là, on l'est peut-être moins qu'on l'a déjà été, mais le débat, il est réel. Où est-ce qu'on a de la difficulté? Jamais, je pense, nous ne pourrons trouver une entente sur cette question-là. Parce que nous sommes dans un débat qui est non seulement rationnel, mais aussi très émotif. Et tu as une demi-minute. Non, ben ce qu'on va faire, c'est qu'on va se préserver une réponse à la prochaine émission. On va garder nos téléspectateurs en haleine. OK. Donc, merci beaucoup, Jules, pour cette émission. Alors, ça a été agréable. À recommencer, avec plaisir. On n'a pas parlé beaucoup de plusieurs sujets, mais on a parlé beaucoup. Oui. Et, j'espère pour les téléspectateurs que c'était intéressant. Ben oui, j'espère aussi. Et je tiens à te dire que si on me dit de moi que souvent de fois je parle énormément, au moins on est maintenant 2. OK, au plaisir. Au plaisir. À la semaine prochaine.